Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans la santé en mouvement, l'émission pour prendre soin de vous au quotidien. Alors les fêtes approchent et avec elles les repas, source de joie mais aussi et parfois source de stress et de frustration, surtout quand on a du diabète. Alors garder le contrôle, ça va être possible, vous allez voir. Peut-on prévenir l'apparition du diabète? Comment se faire plaisir sans culpabiliser pour sa santé pendant les fêtes? Et quelles sont les dernières innovations pour vivre son diabète avec un maximum de confort? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. La santé en mouvement, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir le chef du service diabétologie, endocrinologie et nutrition de l'hôpital Saint-Joseph. Olivier Dupuis, bonjour, on est ravis de vous avoir en plateau. Alors avant de commencer, et rapidement, partagez-nous quelques chiffres sur le diabète, car nombre de patients ignorent leur diabète en France, par déni, ou parce qu'ils n'ont jamais fait de dépistage. Oui, bonjour. Donc le diabète est effectivement une pathologie en pleine progression. Donc ce qu'on sait de manière certaine, ce sont les patients qui ont ce qu'on appelle un ALD, qui sont en affection longue durée, donc qui ont déjà un traitement. Donc ceux-là, ils sont environ 4% de la population française, ce qui représente plus de 6 millions de patients. Mais par contre, il y a un certain nombre de patients qui ne sont pas dépistés, qui ne veulent pas être dépistés, ou alors qui ont, par exemple, eu, par le biais de la médecine du travail ou par leur médecin généraliste, un dépistage de diabète, ou qui ont uniquement des règles hygiéno-diététiques, ce que je conseille à tout le monde, pour contrôler leur glycémie. Et donc ces patients-là ne sont pas comptabilisés. Et on estime qu'environ 500 000 à 1 million de patients en France ont un diabète, donc qui est soit non traité médicalement, soit méconnu, soit ignoré. Alors Olivier, expliquez-nous les risques d'un diabète qui n'est pas diagnostiqué, puisque la prévention est essentielle dans cette émission. Alors que le diabète, c'est pas seulement une glycémie qui est un peu au-dessus de la normale, c'est un risque vasculaire très important. Donc le risque est à la fois microvasculaire sur les petits vaisseaux, et donc là les cibles préférentielles sont l'œil, le rein et les nerfs. Et puis, ce sont les gros vaisseaux, donc ce sont des maladies dont on entend beaucoup parler, puisque ce sont les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux, et puis les artérites des membres inférieurs. Donc ça, c'est un petit peu abscon, mais en fait, c'est une dégradation très importante de la qualité de vie. Et puis un risque de voir sa vie évoluer de manière un peu compliqué, puisque après la gestion d'un infarctus, c'est une nécrose d'une partie du cœur. Donc bien entendu, on va être très limité un peu après dans les actes de la vie quotidienne, même si aujourd'hui on a beaucoup de traitement, mais je crois qu'il faut avant tout parler de prévention aujourd'hui, puisqu'on peut faire beaucoup de choses en amont pour éviter que cela arrive. Il y a 2 ou 3 signes quand on n'est pas encore diagnostiqué dans son quotidien qui font qu'on devrait être alerté, justement? Alors je pense qu'il y a plutôt des facteurs favorisants quand on a des antécédents familiaux de diabète dans ses ascendants, lorsqu'on a pris du poids, que le tour de taille commence à être un peu trop important, lorsque son IMC, c'est-à-dire son index de masse corporelle, qu'on peut très facilement calculé en faisant poids sur taille au carré, et bien lorsque on a un surpoids, c'est-à-dire un IMC au-dessus de 27,5, c'est ça le poids sur taille au carré, ou lorsqu'on est obèse, et c'est aujourd'hui fréquent puisqu'on a environ 17% de la population en France en 2020 qui est atteinte d'obésité. Donc je pense dans tous ces cas-là, il faut absolument contrôler ou demander un contrôle de sa glycémie pour avoir un dépistage et mettre en place des modifications de son mode de vie pour justement ne pas évoluer vers un diabète compliqué pour lequel vous verrez probablement des spécialistes, mais si on peut faire avant, je pense que c'est toujours mieux. La prévention est toujours mieux, néanmoins il y a des traitements révolutionnaires, alors partagez-nous un petit peu cette actualité et les perspectives justement pour les patients. Alors on a une spécialité qui est très chanceuse actuellement puisqu'on a à la fois des aides, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure, avec des dispositifs et des capteurs de glycémie notamment qui nous ont changé un peu la vie, mais surtout dans le diabète de type 1. Oui, ça on en parlera tout à l'heure, on n'est plus obligé de se piquer et de voir son sang sur son doigt.
Et puis surtout, on a 2 classes thérapeutiques qui font l'actualité. La première, ce sont les inhibiteurs des SGLT2. Donc ça, ce sont des comprimés. C'est absolument révolutionnaire parce que ça a un effet protecteur sur le plan cardiaque et sur le plan rénal. Donc dans les prochaines années, on aura probablement une amélioration de l'espérance de vie de ces patients diabétiques qui voyaient leur vie réduite du fait d'infarctus et d'événements cardiovasculaires ou de maladies rénales chroniques qui pouvaient conduire à une suppléance à la dialyse, ce qui est quand même dans la qualité de vie une des pires choses qu'on peut avoir. Et puis on a cette classe des incrétines ou analogues du GLP-1 dont on entend beaucoup parler puisque ce sont des traitements qui ont un effet sur la satiété, qui réduisent donc la sensation d'appétit. Vous avez des patients qui ne sont jamais rassasiés, je veux dire qu'ils sont très malheureux d'ailleurs souvent. On les stigmatise un peu mais c'est pas toujours comme on peut le penser leur faute, et même je pense que c'est très handicapant. Et donc on a ces molécules comme le sémaglutide, l'Ozempic, le Wegovy pour citer eux, et puis bientôt le Mounjaro. Donc ce sont des molécules qui ont un effet tout à fait intéressant dans le diabète de type 2 parce qu'ils aident à libérer l'insuline, à freiner le glucagon, et ils ont un effet sur la satiété. Merci beaucoup Olivier. Je rappelle que vous êtes chef de service diabétologie, endocrinologie et nutrition de l'hôpital Saint-Joseph. Et pour continuer cette émission, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Emery. Donc Philippe, vous êtes général manager pour Abbott France et administrateur du SNITEM. Alors Philippe, on a tous l'image de ce patient diabétique qui était obligé de se piquer. C'est quand même un petit peu barbare. Il paraît que tout ça c'est du passé ? Alors, ça fait maintenant un peu plus une petite dizaine d'années que les capteurs de lecture en continu glucose sont apparus sur le marché. Effectivement, un patient diabétique, en particulier les patients sous insuline, avait la contrainte de se piquer le bout du doigt de manière ponctuelle pour faire apparaître une goutte de sang, puis disposer d'une bandelette réactive afin de lire leur taux de glucose. Aujourd'hui, les capteurs permettent de mesurer chaque minute en continu, toute la journée, ce taux de glucose. Et les patients peuvent ainsi disposer d'une analyse rétrospective avec leur profil de glucose des dernières heures, de la dernière journée, leur taux de glucose instantané, au temps T, et puis des flèches de tendance pour apprécier et pouvoir anticiper leur traitement si c'est nécessaire. Donc visuellement, j'imagine qu'on a un petit patch et puis on a son téléphone qui est connecté et on a l'information directe. Oui, alors les capteurs se posent sur la face postérieure du bras. Il est possible avec une application et son téléphone portable de lire son taux de glucose et de manière encore plus moderne, il est possible à partir de l'application sur son téléphone de partager ces données avec son médecin. C'est un usage qui fait que certains patients qui n'osaient pas ou qui étaient dans le déni font qu'aujourd'hui ils préfèrent, ils ont des facilités à monitorer leur pathologie. Alors c'est vrai qu'au fur et à mesure de ces années de pratique, l'image du diabète a considérablement changé. Il y a une vingtaine d'années, le diabète était une maladie cachée. On n'osait pas montrer ces systèmes de mesure. On n'osait pas forcément montrer ces injections d'insuline. C'était une maladie qui restait dans l'ombre. Et c'est vrai que les patients, plus ils s'équipaient de capteurs, plus ils montraient leur maladie au public. Et aujourd'hui, il y a eu un effet sociétal par rapport à ces capteurs et ces technologies. Il est tout à fait commun de voir des personnes sur la voie publique porter ces capteurs. Et les patients entament, les personnes en fait qui portent ces capteurs entament des discussions les unes avec les autres et parlent de leur maladie entre eux, parlent de la maladie au niveau du public, au niveau de leur entourage. Et tout simplement parce que ça permet d'échanger sur les bonnes pratiques, le vécu, de trouver parfois une certaine entraide. Et puis, ça permet aussi de faire connaître la maladie diabète auprès de son entourage. Une maladie qui n'est pas si connue que ça. Les fêtes de fin d'année approchent et on en parlera dans la deuxième partie de cette émission, mais de nombreux diabétiques s'inquiètent quand même des excès alimentaires. Avec vos capteurs, on va pouvoir gérer un peu plus facilement, on va dire. Oui, sur une maladie qui n'est pas forcément toujours symptomatique, le capteur permet de visualiser ces excursions glycémiques.
Donc effectivement, comme je disais tout à l'heure, le capteur permet de visualiser ses excès, son excès de sucre et d'adapter son traitement si nécessaire. Merci beaucoup Philippe Emery. Je rappelle que vous êtes général manager d'Abbott France et administrateur du SNITEM. Et parce que le pharmacien reste le conseiller de proximité, je vous propose de retrouver Audrey Lecoq, associée gérante pour Pharmazone. Pharmazone.fr, simplifiez-vous la santé. Cliquez, commandez, vous êtes livré. Pharmazone.fr présente La Minute Santé. Audrey, avec les fêtes qui approchent et les excès alimentaires qui les accompagnent, j'imagine qu'il est prudent de se préparer pour éviter les désagréments, notamment les crises de foie. Alors que nous recommandez-vous aujourd'hui en prévision de ces fêtes ? Vanessa, ma recommandation du jour, c'est un remède de grand-mère, c'est l'huile de foie de morue, une cuillère le matin et on oublie tous les excès de la veille. Ma seconde recommandation, c'est un produit qui est très tendance, dont on entend beaucoup parler, c'est le petit comprimé effervescent que on va prendre avant les excès et après les excès, qui a une capacité à vous réhydrater très vite. Très bien, alors j'imagine que vous proposez également des tisanes détox ? Oh oui, on a un large choix de tisanes détox avec beaucoup de parfums. On peut tout retrouver dans la catégorie bien-être, thé, tisane, infusion sur le site de pharmazone.fr. Merci beaucoup Audrey. La Minute Santé. avec Pharmazone.fr, simplifiez-vous la santé. Cliquez, commandez, vous êtes livré. Et puisque l'on parle de santé, saviez-vous qu'aujourd'hui, votre médecin peut aussi venir à vous ? Oui, grâce à la téléconsultation. Pratique, rapide et à portée de clic, on enchaîne tout de suite avec la Minute Santé Medadom. Medadom, votre solution de téléconsultation sans rendez-vous et disponible à tout moment, présente La Minute Santé. Bonjour Elidane, alors de qui allez-vous nous parler aujourd'hui ? Bonjour Vanessa. Alors aujourd'hui, on va parler de Bastien. Bastien, 53 ans, est un fleuriste passionné et père de famille. Comme tous les ans, à la période des fêtes, Bastien profite de ses huîtres fraîches et savoureuses. Mais pendant la nuit, il se réveille avec des douleurs, une nausée, coliques, vomissements et malheureusement une sacrée diarrhée. Si je vous comprends bien, Elidane, les huîtres n'étaient pas si fraîches que ça. Les huîtres n'étaient pas si fraîches. En période de fête, difficile pour lui de trouver un médecin et surtout, pas question d'aller aux urgences durant cette période. Il décide donc d'attendre le matin pour trouver une solution. Alors que faire ? La nuit, n'a rien changé, il cherche une pharmacie. Coup de bol pour lui, il a une pharmacie en bas de chez lui qui propose une borne de téléconsultation. Alors si je vous comprends bien, même pendant les fêtes, la téléconsultation en pharmacie est disponible. Effectivement Vanessa, même pendant les fêtes, Bastien peut se rendre en pharmacie pour avoir accès à un médecin via une borne de téléconsultation. Globalement, comment ça marche ? Le pharmacien propose à Bastien l'accès à une cabine de téléconsultation. Le médecin se connecte et Fabien se connecte au sein de la cabine de téléconsultation et le médecin peut prodiguer les premiers soins pour Bastien. Aucun doute pour le médecin, il s'agit vraisemblablement d'une intoxication alimentaire, très certainement liée aux huîtres consommées la veille. Moralité, le médecin va pouvoir prodiguer une ordonnance, Bastien va pouvoir se procurer des médicaments et finalement tout est bien qui finit bien. Exactement, Bastien a obtenu une consultation de qualité grâce à Medadom. Merci Elidane. Merci. La Minute Santé. avec Medadom, votre solution de téléconsultation sans rendez-vous est disponible à tout moment. Restez avec nous, on marque une courte pause avant de découvrir les meilleurs conseils pour profiter au mieux des repas de fête sans culpabilité pour sa santé. La santé en mouvement, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour terminer cette émission, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Jean-Michel Cohen. Bonjour Jean-Michel. Bonjour, Alors vous êtes Vanessa. un habitué des plateaux, médecin nutritionniste et auteur de nombreux livres sur les sujets d'alimentation et notamment les compliments alimentaires, le dernier en date, mais aussi je mange quoi quand j'ai du diabète. Donc Jean-Michel, qu'on soit diabétique ou non, vous dites qu'il est possible de concilier plaisir et santé, surtout dans cette période de fête. C'est une C'est réalité. surtout une approche quasiment psychologique du sujet, parce que quand vous avez une maladie, il ne faut pas que vous soyez considéré comme quelqu'un de pénalisé. Donc ça signifie qu'un diabétique, notamment quand il est diabétique de type 1, vous ne pouvez pas exiger de lui qu'en permanence, il puisse se priver de tout ce qui donne un peu de plaisir. C'est en ça où justement l'insuline associée au capteur est intéressante,
puisque vous pouvez ajuster la dose d'insuline que vous allez consommer que vous allez utiliser par rapport aux aliments que vous avez consommés. Après, dans les diabètes de type 2, moi, je sépare les temps exceptionnels des temps permanents. Les temps exceptionnels, c'est que, par exemple, les fêtes de fin d'année sont une période très structurante chez les individus. Ça marque une date, c'est une date sacrée. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, vous allez vous priver de tout ce que les autres vont manger devant vous. Il y a un minimum de précautions à prendre. Ces précautions, elles vont s'appliquer essentiellement à ce qu'on appelle les sucres d'action rapide, ce qui va dire les sucreries, les sodas. Alors dites-nous concrètement, voilà, on commence l'apéritif avec de l'alcool, des cacahuètes et tout ce qui va avec. Alors, dans l'alcool, je lis beaucoup de bêtises sur l'alcool et je rappelle aux gens que la bière alcoolisée ne contient pas de sucre. Par contre, que le champagne, considéré comme l'aliment le moins calorique dans les apéritifs, et contient environ 2,2 grammes de sucre pour 100 millilitres, que le vin en contient 1 gramme. Donc ça veut dire qu'on fait une limitation, ça ne veut pas dire qu'on interdit complètement. Après, les gens se privent assez régulièrement des produits céréaliers ou des légumineuses, pour vous donner un exemple, ce qui n'est pas utile dans la mesure où ils sont pas vraiment au premier rang des intervenants en termes de diabète. Mais les choses deviennent compliquées dès la fin du repas, où là on attaque. Mais alors même pendant Jean-Michel, le pain, certaines purées, certaines choses comme ça. Dans les diabétiques de type 2, interdire systématiquement le pain et les féculents et produits céréaliers n'a pas de sens, parce que c'est pas la même chose que consommer des sucres rapides. Bien sûr, si vous êtes un diabétique, vous allez contrôler la ration, mais vous n'êtes pas obligé de les interdire systématiquement. Là où l'interdiction arrive pour ceux qui vraiment veulent tenir leur traitement efficacement, ça va être au moment des sucreries. Ça veut dire les gâteaux, les glaces, le chocolat, où là on sait que les doses de sucre sont considérables et où on peut avoir une montée de la glycémie très très importante. Alors je suis pas sûr, quand ça intervient, on demandera à Olivier sur 1 ou 2 repas, que l'impact soit systématiquement négatif avec un risque associé. Il y a risque à manger la bûche de Noël. Un diabétique de type 2. Alors, pas du tout. Moi, je suis absolument contre les interdits. Je pense que le repas, celui de fête comme celui qui n'est pas de fête, doit être structuré. Et en fait, c'est toute la difficulté. Harmonisé. C'est-à-dire qu'il faut avoir à la fois un apport de protéines. Voilà, ça, on connaît ça depuis la nuit des temps. Et rien n'a changé. Et je dis souvent, moi, dans mes visites, qu'on soit petit, gros, diabétique ou pas, de toutes les façons, il faut manger 3 fois par jour. Il faut que son repas, par contre, soit structuré. On ne peut pas manger que des glucides, genre que des pâtes ou que du riz. C'est très nocif parce que ça va vous faire une charge glycémique majeure. Moi, si j'ai un conseil, c'est surtout d'essayer d'éviter les boissons sucrées, parce que ça, c'est quelque chose de très préjudiciable qui va vous faire monter la glycémie à toute vitesse et que vous aurez beaucoup de mal à contrôler. Mais après, encore une fois, il n'y a pas d'interdit alimentaire. On doit faire... c'est ce qu'a dit Jean-Michel. On doit structurer et on doit limiter un peu sa quantité, par exemple, de féculents, mais il n'y a pas d'interdit. Donc en vous écoutant, si on est diabétique, on ne prend pas de risque. On peut tout se permettre sur le 2 soir. repas, non. Le mantra que je développe partout, chaque fois que j'interviens, c'est d'expliquer qu'une bonne alimentation n'interdit rien. Ça veut dire que quand vous commencez l'apéritif, effectivement, si vous vous amusez à prendre un vin moelleux ou un vin liquoreux, là, vous aurez un problème. Si vous êtes diabétique, parce que vous allez faire monter votre glycémie très rapidement. C'est la même façon pour ceux qui vont prendre des cocktails avec des jus de fruits qui, je le rappelle, contiennent 9 à 12 grammes de sucre pour 100 millilitres, c'est-à-dire l'équivalent de 2 carrés de sucre, pour faire comprendre aux gens. Donc, quand vous allez prendre ce type de produit, vous allez consommer tout de suite 15 à 20 grammes de sucre. Je parle même pas des sodas où on arrive à 30 grammes de sucre. Par contre, quand vous attaquez le repas, que vous avez pris du saumon avec de la crème fraîche, avec un blinis, que vous avez pris un gibier avec des pommes de terre sautées ou des marrons, que vous n'avez pas pris, comme tu le dis Olivier, 400 grammes de marrons, mais que vous avez pris une portion harmonisée et contrôlée, que vous finissez avec du pain, du fromage, et qu'à la fin du repas, que vous avez mangé des légumes, parce que les légumes, je le rappelle, c'est les fibres qui ralentissent l'absorption du sucre par l'intestin, et que vous finissez éventuellement, allez, si vous le voulez, par une bûche pâtissière, mais vous avez contrôlé la portion, non, il ne se passera pas grand-chose. En tout cas, vous n'aurez pas été stigmatisé. Et c'est extrêmement important dans le diabète. Extrêmement important. Si vous vivez le diabète comme une maladie qui vous stigmatise, comme une maladie quasiment honteuse, vous passez à côté du message. Le diabète est une maladie comme les autres. Aujourd'hui, on a un arsenal thérapeutique qui n'a rien à voir avec ce que j'ai connu au début de ma carrière, où les gens étaient meurtris par l'insuline, les piqûres, etc. Donc,
vivez détendu, mais soyez attentifs à ce que vous prenez. Une bonne alimentation, elle harmonise, elle coordonne, elle limite de temps en temps, mais en tout cas, une bonne alimentation n'interdit rien. Il faut que vous le sachiez pour tous les cas de figure. Alors Jean-Michel, je crois que le message est très clair, quand on est diabétique ou pas. Mais alors justement, quand on n'est pas diabétique, ce sentiment d'avoir un peu trop mangé le lendemain matin, on remet ça au réveillon du 25 et de se dire waouh, il va falloir encore absorber une grosse quantité. Comment gérer un petit peu cet équilibre ? Ça, c'est mon combat. C'est d'expliquer aux gens que la période des fêtes dure en réalité 10 jours. C'est clair. On parle toujours du 24 au soir et du 31 au soir. La réalité, c'est qu'à partir du 20 décembre, les gens vont se promener dans le Disneyland de la nourriture. Vous savez qu'aujourd'hui, la grande consommation a changé. Elle vend beaucoup plus d'alimentaire que du non-alimentaire. Donc, il va falloir attirer le chaland et on va leur proposer des tas de choses à consommer. Et les gens se jettent dessus parce que ça fait partie de la tradition. Donc, en réalité, les fêtes, ils les font durer 10 jours. Les gens vous disent qu'il y a le 24 au soir, puis le 25 à midi, puis les restes le 26, avant de préparer le 30, puis le 31, puis le 1er. Donc en fait, une bonne alimentation pendant cette période-là, elle distribue tous les produits de fête. On ne mange pas que du saumon, on ne mange pas que des bûches, on ne mange pas que des huîtres, on ne mange pas que de la dinde, on ne mange pas que des blinis. On va les étaler dans le temps et on va se faire plaisir avec régularité, mais dans un contrôle qui fait qu'on va éviter l'indigestion, qui est un excès d'aliments qui gêne la digestion parce qu'elle va être trop lente. Voilà. Et Jean-Michel, une fois que les fêtes sont finies, alors on parle souvent de cure détox, c'est du marketing, c'est comment le vous détox, vivez ça ? c'est une blague. C'est une blague. Ça, c'est un truc de vendeur de perlimpinpin. La détox, la vraie détox, vous avez 2 usines qui fonctionnent bien, c'est votre foie, votre rien, qui font éliminer toutes ces, entre guillemets, toxines, soi-disant, que vous avez dans le sang. Si vous n'êtes pas malade, en fait, ça va bien marcher. La détox, ça consiste à manger pas ou peu de graisse, pas ou peu de sucre et manger maigre. C'est ce qu'on fait pendant le carême, par exemple. C'est-à-dire, on mange peu et on mange peu de graisse et peu de sucre. Et on fait boire les gens. Donc, vous allez avoir des tas de produits qui vont apparaître, du fucus, de l'artichaut, de je ne sais quoi. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire boire les gens. Alors, boire plus ne sert à rien. Les urologues vous diraient boire plus que ce dont vous avez besoin revient à choisir la couleur de vos urines. Voilà, mais la détox, c'est un produit pour faire rigoler les gens. C'est un produit qui sert à faire acheter, à faire du papier pour les féminins, pardon pour eux, mais c'est Pipo de chez Pipo. Olivier, Jean-Michel, Philippe, Audrey, merci beaucoup à tous, de très très belles fêtes et profitez, mais avec modération, c'est ce qu'il faut retenir de cette émission. La santé en mouvement, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez l'émission en podcast et sur l'application Sud Radio et dès à présent sur YouTube. Pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.